Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, ce nouveau podcast BIM. C'est un jour particulier parce que je vais avoir le plaisir aujourd'hui d'interviewer Jean-Christophe Conticello, avec qui j'ai eu l'immense plaisir de bosser il y a presque 10 ans. Les choses ont un peu changé, elles ont pas mal évolué, on va en parler aujourd'hui. Bonjour JC, Bonjour Jawad, merci d'être parmi nous. merci de l'invite. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, je vais essayer d'être rapide parce que tu sais que j'ai fait beaucoup de choses. Mais en gros, je suis entrepreneur, ça fait 30 ans dans la tech. J'ai monté plusieurs boîtes aux États-Unis, en Europe, Afrique, Moyen-Orient, que ce soit d'abord dans le domaine de l'intégration logicielle, que ce soit dans le domaine au tout début du digital. On va dire sur chaque domaine, j'étais assez pionnier dans le digital, sur tout ce qui était après mobile, sur l'IA, on en parlera après. En résumé, j'ai monté à peu près trois, quatre sociétés que j'ai scalées jusqu'à à peu près une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, j'en ai monté une cinquantaine d'autres, Ok, rien que ça. notamment dans Humanity, pareil, dans des domaines en général assez porteurs, la data, l'IA, la formation. Je dirais dans beaucoup de sujets, pareil, que j'ai scalé de celle-là de zéro à peu près à 20 millions. Et puis, j'ai accompagné ou investi aussi dans une cinquantaine d'autres startups depuis 15 ans. Donc un serial entrepreneur. On va dire ça. Ok, ce goût pour l'entrepreneuriat, il est arrivé à quel âge et comment? Il est arrivé très tôt, hein. Moi, je suis fils de commerçant, donc très tôt, j'avais 4, 5 ans, 6 ans, j'allais déjà sur les marchés, hein. Mon père était boucher et puis après j'ai commencé, on va dire ma première activité, on va dire entrepreneuriale à l'âge de 15 ans où j'organisais, des soirées. On va dire que je fais partie des personnes qui ont importé la house et la techno dans le sud, au tout début, où ça a été créé à la fin des années, on va dire au début des années 90. Et puis voilà, j'ai commencé à organiser, à mixer, à organiser des soirées, commencer à gagner de l'argent de poche, même plus que de l'argent de poche à l'époque. Et puis après, j'ai travaillé en finance et puis très vite, j'ai monté ma première agence digitale en 98 à New York. Et puis après, c'est parti, j'ai enchaîné les aventures entrepreneuriales, des superbes et puis des super échecs, hein, voilà, beaucoup de super échecs d'ailleurs. Voilà, où j'ai beaucoup plus appris que dans les réussites. Et puis voilà, et puis tout ça, ça fait, de belles expériences, beaucoup de pivots, voilà. Je suis le champion du pivot. Je crée une boîte, je lance après, une autre activité et cetera. Donc après ça, comme tu sais, hein, j'ai toujours, bah, dans Humanity, hein, tu sais, j'en ai lancé 51, hein, Mmh. dans Humanity, sans me parler des autres. Donc certaines avec des succès superbes et puis d'autres avec, des échecs aussi, assez canons aussi. Donc au final, ça fait de belles histoires à raconter pour des podcasts. Et du coup, la thématique, comme tu le sais, avec BIM, on aime explorer la partie intelligence artificielle. Si on devait zoomer un petit peu sur Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il fait avec l'IA au quotidien, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso? Bah, au quotidien, l'IA, je l'utilise comme si c'était un membre de mon équipe, quoi. Donc, à dire pour moi, l'IA, ça y est, hein, je sais que ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi, ça y est, c'est devenu une commodité aujourd'hui, hein. J'ai créé ma première boîte dans l'IA, c'était en 2014, qui s'appelait Angus AI. Et après, j'en ai monté une autre en 2019, dans la data et l'IA, WeWise. Donc on va dire que ça fait quelques années. Au début, le momentum était pas là, parce qu'après l'IA, c'est pas nouveau non plus, hein, c'est Mmh. depuis les années 40-50 que ça a été lancé. C'est juste que depuis, 2 ans et demi, 3 ans, depuis le début de ChatGPT, ça a explosé et l'usage, ça a été un usage maintenant, au quotidien. Et moi, c'est vrai que je l'utilise comme si c'était un membre de mon équipe. C'est-à-dire moi 80 de mon business, je le fais sur WhatsApp. Et du coup, en général, c'est vrai que j'utilise plus Mistral maintenant, hein, OK. depuis quelques mois. Et c'est vrai qu'en général, voilà, j'utilise, après j'en utilise plusieurs aussi, hein. C'est d'abord Mistral et puis, selon, certaines réponses ou selon certains sujets pour la créativité, ça va être plus Claude ou plutôt d'autres, et je les utilise comme si c'était le membre on va dire de mes équipes avec qui je travaille. D'ailleurs, bah, je les appelle par leur prénom et tout ça, et je suis toujours très poli avec les IA pour garder, la politesse aussi avec mes équipes. Voilà, c'est la base, et puis voilà, donc j'utilise comme, vraiment au quotidien, quoi. OK. Et tu as un quotidien quand même qui est beaucoup imprégné, on en parlera, davantage en deuxième partie de podcast, mais pas mal avec des investisseurs, pas mal avec des entrepreneurs. Comment ils appréhendent, eux aussi, ce sujet IA? Parce que toi, tu as baigné dans la tech, mais pour les entrepreneurs qui sont dans un autre domaine, est-ce qu'ils l'appréhendent, Bah, aussi facilement je que toi? dirais que peu importe le domaine, aujourd'hui 80 voire 90 des entrepreneurs que je vois, ont des business sur l'IA. Voilà, et là aussi, heu, je ne vais pas poser la question, mais on va dire c'est un peu, une mode. Donc là aussi l'IA, tout le monde est à Mmh. fond sur l'IA. Je pense qu'il y en a encore pour, peut-être un an.
max, parce que là, toutes les valos, tout explose, et cetera. Ce qui est normal, en fait. Il y a eu pareil avec internet, pareil avec le mobile. Donc je pense qu'en peut-être d'ici 6 mois, 1 an, bah, comme le reste, ça va tomber, ça va se crasher On avait eu cette et discussion et voilà. toi, tu as une prédiction, Mais c'est sûr, mais négative à c horizon 1 an? mais c'est comme tout, en fait, et ce qui est normal, en fait. Parce que là, aujourd'hui, il y a des valos qui sont hors normes, Mmh. donc lorsqu'il y a des valos qui sont hors normes et que tout le monde parle d'IA, il y a personne que je connais qui ne me parle pas au moins 20 fois par jour d'IA, donc automatiquement ça monte, ça va redescendre et bien plus que ce que c'est monté et puis après ça va devenir plus professionnel Ouais, parce que le marché va et se structurer. voilà, après ça va devenir professionnel et puis après ça va se stabiliser, ça va devenir une commodité. Voilà, c'est comme aujourd'hui, on dit plus, de ma génération, au tout début d'internet, les gens disaient: «Ah, ce soir, je vais surfer sur internet». Bon, ben, voilà, aujourd'hui, on dit qu'on utilise, l'IA, demain, on ne dira plus qu'on utilise l'IA, juste on travaille, en fait. Mmh. Donc c'est pareil, ça va devenir une commodité, jusqu'au quantique et puis pareil, il y aura une croissance, les valos vont exploser et puis ça va redescendre et puis ça va se professionnaliser et après tout le monde utilisera, la technologie justement pour vivre avec, quoi. Ouais. Donc pour moi et aujourd'hui, c'est vrai que tous les entrepreneurs en parlent. Après, il y a le sujet des corps qui, comme d'habitude, se posent beaucoup de questions, surtout en Europe, voilà, qui chacune évolue à son niveau. Il y a celles pour qui c'est encore un gros mot. C'est comme il y a 20 ans, hein, au boulot, il y en a plein qui interdisaient les réseaux sociaux, quoi. Mmh. On n'avait pas le droit d'utiliser Facebook au travail. Bon. Après, aujourd'hui, je vois pas comment on peut interdire aussi l'IA. C'est comme à l'école. L'IA aussi, aujourd'hui, je vois pas comment on peut interdire aux enfants d'utiliser l'IA et comme j'ai déjà dit en parlant sur un podcast précédent, hein, j'ai un copain il y a pas longtemps qui est prof et lui, ce qu'il fait, c'est qu'évidemment, il autorise l'IA parce que c'est une question de temps, donc lui, il fait avant les autres et plutôt, lui, il va noter les prompts, OK. ce qui est pour le coup un peu plus smart de noter les prompts plutôt que noter les réponses pour voir le niveau. C'est comme en maths, c'est plutôt la réflexion, la démo, plus qu'au final le résultat qui va compter. Donc voilà, pour moi, c'est ce que je vois et c'est vrai que les grandes entreprises, comme toujours, vont être plus lentes, Mmh. sont plus lentes. Par contre, quand elles vont l'adopter, toutes, progressivement, après là aussi, ça va devenir une commodité et toutes les entreprises vont le faire aussi, et celles qui ne le feront pas, elles vont trépasser comme, c'est le cas comme internet a tué des entreprises, l'IA va le faire. À part que l'IA va le faire évidemment de manière plus puissante, et ce qui est aussi la vie normale des entreprises aussi, de ceux qui s'adaptent pas, hein. C'est Mmh. soit elles s'adaptent, soit elles meurent. Donc il y en a qui vont s'adapter et d'autres qui s'adapteront pas et qui passeront à la trappe et c'est aussi bien pour beaucoup d'entrepreneurs aussi, pour le coup, qui auront aussi leur chance en face aussi des grands groupes. Et tu parles des grands groupes. Toi et moi, on a bossé ensemble. On évoquait beaucoup l'aspect, conduite du changement, transformation organisationnelle, transformation des mentalités. Est-ce que c'est un rôle aussi que vous avez aujourd'hui à travers notamment Womanity Ouais. pour accompagner ces entreprises vers ce changement-là? Parce qu'il y a aussi un état d'esprit Ouais, ça fait pour des grosses depuis formes. justement, hein, ça fait depuis 6 ans, depuis 2019 qu'on a lancé WeWise et que justement on accompagne les entreprises sur la data, sur l'IA là aussi parce que, si, bon déjà est-ce que tu sais, j'ai une question. Est-ce que tu peux me dire par exemple sur ChatGPT la véracité des datas, le pourcentage de véracité des datas? J'ai mes jokers qui sont pas très loin. Je vais pas dire de bêtises. Après, on peut jouer au Vas-y, plus proche, mais la vas-y. véracité des datas, puisque ça va aller chercher dans les méandres d'internet et que dans internet tout n'est pas vrai, je dirais 60. Bravo, c'est 64 OK, de données qui sont justes. Ce qui veut dire qu'il y a, près de 40 de conneries OK. et que malheureusement, comme les anciennes générations pensaient que si la télé le disait, c'était vrai, malheureusement aujourd'hui 80 de la population pense que si, la l'IA te répond, il te répond une réponse juste alors que c'est quand même près de 40 de Mmh. conneries. Donc, là aussi, il faut aussi, dire aux gens et aussi il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA et le problème, il y a ceux qui l'utilisent pas et ça craint. Et puis il y a ceux qui délèguent leur intelligence à l'IA et ça craint aussi, parce que du coup, ils vont être encore moins intelligents, après l'utilisation de l'IA. Et puis il y a ceux qui savent justement, s'augmenter avec l'IA et je pense que c'est très bien aussi, qui savent le challenger et c'est vers ça aussi qu'il faut aller si on veut être augmenté et si on veut pas être encore plus débile avant que, après l'IA, quoi. Et d'où l'importance, on en parlait dans un précédent podcast, mais aussi de maîtriser son sujet quand on va commencer à converser avec ChatGPT Oui, parce que, bah, des fois, il y a des erreurs. Moi, oui, des fois, sur certains prompts, sur certains sujets, je réoriente parce que mal compris la question. Du coup, des fois, les sources sont pas forcément bonnes. Et quand tu ouais, maîtrises ton sujet, tu peux dire, bah non, mais vérifie parce qu'il y a eu ouais, un changement de texte de loi à telle période.
D'où l'importance de maîtriser, effectivement un sujet et on deviendra davantage expert en utilisant l'IA, mais c'est pas l'intelligence artificielle en elle-même qui va nous rendre plus intelligents. Exactement. C'est ça, ça peut nous permettre de nous améliorer, de challenger, d'aller plus vite. C'est comme si tu appelais un ami, hein. Moi, c'est comme si je demande à mes équipes aussi, elles sont faillibles, comme moi, je suis faillible aussi. Voilà, comme moi, mon prompt, il peut être naze, et du coup, la réponse, elle sera encore plus naze. Donc souvent, ben, je regarde, je me dis: ben, il était comment ton prompt?» Ben, tu l'as fait en 2-2 en faisant autre chose, bah, automatiquement retravaille-le, demande à une autre IA aussi, essaie aussi de challenger. Et c'est ce que je fais en permanence, et du coup, j'apprends des nouvelles choses. Mais ça m'arrive aussi de manière aussi parfois, et je me dis: «Bon, là, tu vas trop loin», quand je réfléchis même pas et je pose des questions, et elle me dit: «Bon, là, c'est pas très glorieux, quoi, d'avoir la réponse, quoi». Voilà, c'est comme si aujourd'hui c'est comme si les gosses, tu leur donnais une machine à calculer à l'âge de 3 ans, et qu'au final, à la fin, ils savaient plus compter, quoi. Mmh. Je te propose un petit exercice, JC. Souvent ensemble, on parle de Future of Work. Tous Ouais. ceux qui ont pu, traverser l'expérience Humanity l'ont déjà entendu, parce que c'était un de tes gros enjeux, penser le monde du travail de demain à horizon 2050. Future of JC, c'est quoi? Alors moi, j'ai justement, je termine, hein, mon aventure Humanity après 12 ans de dinguerie, parce qu'il y a pas d'autre mot, avec Humanity, et Et je le mot est termine, faible. ouais, Et le mot et le faible. mot est faible. C'est pour ça d'ailleurs que je sais que mes équipes vont faire un truc assez dingue, mais c'est pas grave, je leur rendrai à la rentrée aussi un truc encore plus dingue. On va refaire un événement pendant 3 jours, je pense, de là aussi de dinguerie pour terminer l'aventure comme il se doit. Et l'après, évidemment, je l'ai déjà. En tout cas, je l'ai déjà en tête, même si j'ai pas tous les éléments. Déjà, mon focus et mon persona, ça va être l'entrepreneur. Après avoir été entrepreneur pendant 30 ans, là, maintenant, je veux transmettre, et je veux aider les entrepreneurs justement à scaler OK. à travers, plusieurs éléments. Moi, mmh, sur des longues périodes, on va dire, j'ai jamais vraiment eu de mentor, j'ai jamais vraiment été accompagné, et je me rends compte, en fait, de la rapidité avec laquelle tu vas lorsque tu es bien entouré. Lorsque c'est vrai que tout ce qui se dit aujourd'hui sur internet, qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, en fait, c'est vrai. Mmh. Et je pense que j'ai pas côtoyé grand monde pendant longtemps, et du coup, ça a été laborieux. Je suis arrivé à mes résultats, mais ça a été long et laborieux. Je pense qu'aujourd'hui, en étant avec les bonnes personnes, tu peux aller beaucoup plus vite, avec les bonnes personnes qui ont les bonnes énergies, et c'est pour ça que je suis devenu associé d'un club d'entrepreneurs qui s'appelle Ultra, qui marche super bien, et où derrière, il y a vraiment beaucoup d'entraide, entre les entrepreneurs pour aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, Ultra aujourd'hui qui est en Belgique et qui va se lancer, à la rentrée en France, et aussi un fonds d'investissement que je vais lancer, je pense, en fin d'année, qui va s'appeler Giants for Europe. L'idée, c'est d'accompagner justement ou de créer les conditions à l'émergence de géants européens. Parce qu'en Europe, on n'a quasiment pas de géants, à part, maintenant, on a Spotify, on a Mistral, là, maintenant, qui est en train d'en devenir un, mais qui ne l'est pas encore. Et alors que, du coup, dans le monde aujourd'hui, on est, je dirais pas, certains vont jusqu'à dire colonisé, je n'irai pas jusque-là, d'un point de vue numérique, même si on n'est pas loin. Heu et l'idée, c'est justement de créer, nous aussi, nos géants européens en face des géants américains, chinois, et autres. Et du coup, le thème, ce sera la souveraineté tech européenne, OK. et comment vraiment on va, booster, les entrepreneurs européens qui sont là, comme les chercheurs européens, sont parmi les meilleurs. En France, on a parmi les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs entrepreneurs. Juste, je pense qu'il y a un vrai sujet de mindset, de voir grand. Voilà, je suis pas contre de réguler, mais il faut d'abord déréguler, Mmh. et je vais pousser aussi, beaucoup en tout cas essayer d'influer aussi auprès des gouvernements européens pour déréguler à mort. Voilà, oui, il y a besoin de réguler, mais moi je ferais une règle, pour, 100 règles de moins. Voilà, et je pense que si on faisait comme ça marcherait aussi beaucoup mieux. Et pareil, je pense qu'il faut mettre en avant aussi, enfin, il faut que tout le monde joue le jeu du Made in Europe, et je pense que les corps, et même les institutions jouent pas le jeu. Donc je vais tout faire pour que ça joue le jeu. Déjà, est-ce que tu sais, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu sais, l'épargne, des Français, à quel pourcentage elle va dans des entreprises françaises? J'en ai aucune idée, mais je dirais moins de 20. Ouais, on est à moins de 1,5. Ah oui, effectivement. Voilà. Le reste, ça va majoritairement dans des entreprises américaines. OK. J'ai pas de problème avec ça, je suis un citoyen du monde. Juste en ce moment, si tu es un Mmh. citoyen du monde et que tu joues en Europe, on est trop fair. Voilà, c'est: «Ouais, on est juste», mais les autres, ils jouent American first, Chinese first, Russian first. Donc nous, à un moment, pourquoi on ne dirait pas European first, quoi?
Voilà et à un moment, pourquoi on n'irait pas tous vers du Made in Europe et on la jouerait pas à fond aussi, européen et pour continuer aussi, justement donc chacun joue sa partition. Ce serait plus égalitaire aussi, en tout cas plus équitable. Mmh. Je crois pas forcément à l'égalité, mais je crois à l'équité et je pense que ce serait plus équitable et je vais essayer de jouer mon rôle là-dedans en tant qu'entrepreneur. Essayer de transmettre aussi et d'apporter aussi beaucoup plus d'investisseurs et d'investissements aussi qui puissent aussi, créer l'émergence aussi de ces géants européens et essayer vraiment de pousser ça et puis derrière, il y a un gros mindset aussi à faire évoluer aussi pour tout le monde, c'est de voir grand, que ce soit à tous les niveaux, en fait. Il y a pas de raison de voir petit. D'où le fonds qui va s'appeler Giants for Europe et tous les mouvements que je vais lancer vont être aussi autour de ce concept de Giants, quoi, de voir grand. Donc ça démarre, fin 2025? Ouais, ça démarre dans les semaines qui viennent. OK, donc encore une dinguerie. Donc j'espère, Il y a pas de raison. il y a pas de raison. Tu es un entrepreneur à succès, tu as connu des échecs, et Beaucoup. ouais, beaucoup, peut-être plus de Plus rarement d'échecs, plus ouais, ouais, d'échecs bien sûr, ouais, bah, j'ai et échoué tu aimes bien en X parler fois par et jour, c'est ouais. ce qui permet l'apprentissage aussi pour des entrepreneurs comme nous. Si tu avais un conseil à donner ou un conseil que tu aurais aimé entendre avant de démarrer, ce serait lequel? Suis ton intuition parce que trop souvent, j'avais une intuition et puis tu sais, tu as beaucoup de gens qui pensent non et du coup, tu prends du temps à prendre des décisions alors qu'au final, j'aurais dû juste écouter mon intuition et là, depuis quelques années, il y a quelques années, j'ai pris un mentor avec moi qui m'a accompagné mais au final, en fait, 8 fois sur 10 dans les bonnes décisions qu'il m'aidait à prendre, je les avais au fond de moi Mmh. et je me dis: «Bah, maintenant, en fait, les décisions, je les je les ai et ça aurait été bien que je me dise: «Suis un peu plus tes intuitions, Et c'est vrai qu'il y a aussi». beaucoup d'entrepreneurs qui, des fois, peuvent se sentir même freinés par l'entourage le plus proche, les amis, la famille, et cetera. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tes projets, tu en discutes autour de toi ou justement pour suivre ton intuition, tu te dis: «Ben, je la laisse à 100 de mon côté, je prends mon intuition, je Ah prends mes non, moi je teste décisions»? tout. OK. Moi, je teste tout auprès de tout le monde. Déjà, je pars du principe qu'il y a pas d'idée qui appartient à quelqu'un et quand les gens me disent: «Attention, mais tu parles de ça, c'est novateur», je dis: «Bah, vas-y, fais-le». Franchement, les idées, elles appartiennent à personne. Donc ou plutôt, elles appartiennent à tout le monde. Donc ce qui fait la différence, c'est l'exécution. Donc pour répondre à ta question, non, non, j'en parle à tout le monde. Je prends les feedbacks tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas si tu connais le Mom Test, mais je t'inviterai à lire le livre Le Mom Test, Je qui est l'ai pas hyper lu. intéressant OK. justement sur comment tester en permanence. Et donc c'est vrai que je teste, je pose plein de questions. Mais et après, moi, mon rôle, c'est de prendre les infos de tout le monde et après de suivre mon intuition et de dire: «Avec ça, avec tout ce que j'ai récolté, je pense qu'il faut aller là-dedans» et j'y vais et maintenant effectivement, j'y vais, les 2 pieds joints, quoi. Voilà. On se connaît un peu, JC, mais je pense que ça peut être très intéressant pour les entrepreneurs, pour les salariés qui veulent chercher de la motivation et qui, des fois, peuvent être dans le down. Quand on entend, c'est vrai, souvent les podcasts, on se dit, OK, c'est facile d'avoir ce discours-là parce qu'il y a le succès aujourd'hui qui peut rattraper les échecs. Mais quand tu étais vraiment dans l'échec au plus bas, qu'est-ce qui faisait que tu restais motivé, que tu baissais pas les bras, que tu avais cette mentalité de champion, le fameux livre Champion dans la tête que tu conseillais à chacun de tes salariés qui rentrait chez WeMighty. Mais qu'est-ce qui faisait que tu gardais cette flamme et cette envie de pas baisser les bras? Bon, déjà, on va, heu, on va parler d'un sujet parce qu'effectivement, comme tu dis, tout le monde est là tout le temps: «Ouais, super, lui, le podcast, il succès, succès, succès». Mmh. Bon, 9 fois sur 10, je les mène dans la merde, quoi et comme tout le monde, j'ai aussi des downs, en fait et tout le monde a des downs. C'est comme, ceux qui disent, «Oui, moi, à la fin, je suis artiste et j'ai pas le trac» et puis il y a d'autres artistes qui disent: «En fait, on a toujours le trac, en fait. On peut monter 1000 fois sur scène, on a toujours le trac». Voilà, c'est pareil, d'entrepreneurs qui connaissent pas des downs, qui connaissent pas des fails, ça n'existe pas, sauf à la télé et encore même à la télé, voilà, moi, j'adore en ce moment, je regarde une série le soir avant de me coucher, Power. Voilà et je sais pas si tu l'as vu J'ai pas vu et encore. franchement, c'est top et bon, OK, c'est dans des domaines illicites, OK. mais c'est pareil, c'est des mecs à succès, mais derrière, ils ont plein de problèmes. Dès qu'il y a un truc qui va, bah, dans la minute qui suit, il y a un problème. Bah, en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. C'est-à-dire que dès qu'à un moment, tu as un succès, tu dis: «Putain, c'est génial» et à force, tu le dis pas trop, c'est génial, parce que tu sais que derrière, tu vas t'en prendre une, tu sais pas d'où, mais tu vas te la prendre. Donc entrepreneur, il est tout le temps, sur le qui-vive aussi parce qu'il sait que tous les business restent fragiles. Il y a pas un business qui peut dire: «Moi, pendant 10 ans, je vais être à succès» et cetera. Tout est fragile. Voilà, évidemment, on construit et c'est vrai que moi, je pars du principe que j'ai depuis, les 2 premières boîtes, ça a été des fails et à très grande échelle, comme tu sais et après les suivantes, ça a mieux marché parce que, bah, c'est comme dans les 3 petits cochons, j'ai monté des fondations solides. Mais même si tu montes des fondations les plus solides, tu peux toujours tomber.
Donc déjà, il y a rien d'acquis et il faut toujours se remettre en question quand on est entrepreneur et des downs, on en a souvent. Ce qui fait la différence souvent, ce que je dis, c'est d'avoir, heu, un rêve, une vision et un plan et une ambition et des objectifs clairs. Mais si déjà tu as la vision et le plan, la vision, c'est ta destination. C'est comme si tu prends la voiture, si tu sais pas où tu vas, bah, tu roules et si tu sais où tu vas, mais que tu as pas Waze, tu es un peu dans la merde. Donc c'est bien d'avoir la destination et d'avoir la route pour y aller. En tant qu'entrepreneur, c'est pareil. Donc moi, j'ai toujours eu la vision et une fois que j'ai la vision, après, j'écris le plan, j'écris tout. Et une fois que j'ai le plan, bah, les fails, ça fait partie de mon plan, c'est mon entraînement, mes fails. Et les jours où, c'est vrai qu'en général, je suis plutôt, l'énergie, je l'ai dans la majorité des cas, mais il y a des jours où j'ai pas d'énergie, ou des jours où effectivement ça va mal, ben je me dis: «Demain ça ira mieux». Le matin, je me lève, je regarde toujours la même vidéo, qui est, qu'on peut trouver sur internet. C'est une vidéo en gros sur le meilleur mindset du monde. Tu t'en rappelles déjà, c'est l'histoire du champion dans la tête. Et en gros, c'est la vidéo, la plus motivante du monde. Voilà, c'est facile. Ça commence par Will Smith, où il raconte à son gamin, qu'il faut garder ses rêves, voilà, et que personne n'a le droit de te casser tes rêves. Moi, je regarde cette vidéo, ça dure 5 6 minutes avec une douche glacée, juste après mon sport d'1 heure, parce que tu sais que je fais du sport tous les matins, quoi qu'il arrive. Et ça repart, en fait. Mmh. Ça repart chez moi, j'ai plein de citations, j'ai des centaines de citations au mur sur, justement, sur le mindset et cetera et puis les jours où j'ai pas la motivation, bah, du coup, je l'ai à nouveau. Je l'ai à nouveau et ça repart. Si je l'ai pas d'un jour, bah, c'est vrai que je me dis: «Bah, demain ça ira mieux» et le lendemain ça va toujours mieux. Bien sûr. Il y a toujours, le soleil après la pluie, quoi. Mmh. Voilà et à la fin d'un tunnel, il y a toujours, une éclaircie. Voilà, il y a toujours la lumière et en fait de se dire: «Bah, c'est pas grave, ça va venir» et comme j'ai le plan, je me dis: «C'est pas grave, j'ai perdu un jour, j'ai perdu 2 jours et encore, je perds pas grand-chose» parce que même les jours où ça va pas, tu connais le concept de savoir bien mal jouer. C'est-à-dire même les jours où ça va pas, je suis en mode robot, je me pose pas de Mmh. questions, je fais ce que je sais faire et comme ça j'avance et tout est écrit, donc j'ai qu'à suivre mon plan, en fait. Mais pour ça, il faut avoir un plan et souvent le problème, c'est que les entrepreneurs qui ont ni la vision ni le plan, bah, ils vont nulle part. Ceux qui ont la vision et pas le plan, c'est compliqué et ceux qui ont le plan sans la vision, c'est aussi compliqué. Donc la vision et le plan, c'est déjà la base. Ce sont des conditions, nécessaires, pas suffisantes parce qu'il faut tout le reste. Mais déjà la vision et le plan, bon, bah, déjà tu sais où tu vas. Mmh. Et après, tu avances, tu sais qu'il faut pivoter. Parfois, moi je pivote tout le temps, le mouvement Giants for Europe, le fonds d'investissement, il y a un mois, c'était un mouvement, c'était pas censé être un fonds et puis il y a quelqu'un qui a fait ça avant, bah, j'ai dit: «On va pivoter» et on a pivoté, tu t'en rappelles? On en a Bien sûr, parlé, on devait bien on sûr. devait bosser dessus. Au final, je dis: «Bah, on fera ça dans un mois ou Mmh. 2, on va pivoter» et puis on a pivoté. Il y a pas de il y a pas d'âge, il y a pas de et d'ailleurs le plus gros ennemi de l'entrepreneur qui réussit, c'est justement qu'il réussit et que du coup, il pense que tout ce qu'il va faire, ça va réussir. Alors que derrière, c'est absolument pas le cas. Donc là, Giants, tu te laisses quand même cette possibilité, évidemment, elle est pas souhaitable, mais tu te dis: «Ça peut fail». Bah, déjà, pour moi, réussir, à la base, c'est pas une option, parce que je donne tout et je donne tout pour que ça marche. C'est comme quand je disais à mes enfants, quand on allait au foot, quand ils étaient petits, je leur disais avant le match, heu: «Gagner, c'est pas important, c'est l'unique chose qui compte». C'est-à-dire qu'avant d'entrer sur le terrain, Donc je tu vais pas pour es participer. pas trop pour la phrase de Mmh, Coubertin, là? non, moi, je suis pas pour OK. participer et la pire chose, c'est le jour où mon fils, il m'a ramené, le trophée du fair play. J'ai dit: «Non, non, 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 c'est pas la logique». La logique, c'est, que derrière, tu vas pour gagner. Après, si tu gagnes pas, mais que tu as tout donné, Mmh. bah, tu rien à regretter, en fait. Donc Giants for Europe, ça va marcher et je vais tout faire, tout donner, je vais donner tout mon sang, toute mon énergie pour que ça marche et je vais pivoter à souhait jusqu'à ce que ça marche. C'est pareil pour Ultra, et ça va marcher. Après, bah, il y a toujours des conditions. Je pense que le momentum est là, pour ces projets-là, je vais vraiment tout faire et je vais rien lâcher et puis, bah, après, il peut y avoir des conditions. Tu sais, j'ai connu toutes les crises. En général, je me les prends toujours dans la tête. Je me suis pris la première crise, des dot-com en 2000. J'étais milliardaire. 18 mois après, j'étais SDF. Je me suis pris, les attentats du 11 septembre. Je me suis pris la crise en 2008, des subprimes et j'avais une boîte dans la finance. Je me suis pris le covid et le covid,
Tu t'en rappelles, c'était, pour le coup, dans l'agile, on mettait en avant la colocalisation des équipes, on se prend le covid, bon, ben, il faut pivoter, ah, bon, mais le remote, c'est pas mal au final. Bon, mais on s'adapte. On s'adapte, un entrepreneur, son rôle, c'est de s'adapter et en permanence d'être dans le aussi, faut avoir confiance en soi, faut avoir confiance en ses intuitions, mais pas trop. Parce qu'il faut garder la remise en question et voilà et un entrepreneur souvent, je le dis, il va il doit osciller entre le sentiment quand même de l'imposteur aussi ou bon et souvent c'est le cas et puis, le sentiment aussi de superpuissance, c'est bien, ça avance, j'ai quand même la fierté, voilà donc essayer de trouver le bon mix entre les 2. OK. Tu évoquais tout à l'heure la vision, le plan et le rêve. Ouais. C'est quoi ton rêve, JC? Moi, mon rêve, ça a toujours été de changer le monde donc voilà. Donc d'abord là, c'était de changer le monde du travail avec Womanity. Je pense avoir participé à ma petite échelle et d'avoir fait ma part, du genre la part du colibri quoi, voilà, donc d'avoir participé justement à faire évoluer le monde du travail. Heu, Même à mon petit niveau, ça me va. Avec les, 500 ou les 1000 transformations qu'on a faites, on n'a pas tout réussi, mais on en a quand même, réussi pas mal. On a fait changer des choses. Et demain, bah, j'espère là encore, changer les mentalités, faire réussir justement, de nouveaux entrepreneurs, participer à l'émergence de futurs géants, justement, dans le bon sens, là aussi. Parce que, bah, comme tu sais, tout ce qui est aussi en on est dans l'IA, mais j'y suis aussi depuis longtemps, mais il faut pas oublier aussi, derrière la partie impact positif et je suis convaincu, je suis assez positif, sur l'avenir et je pense qu'à un moment, l'IA va arriver, en tout cas je l'espère, à être moins dépensière en énergie. En tout cas, à un moment, il va falloir tout faire pour. Garder quand même les problématiques et les logiques d'impact aussi et de pas utiliser non plus, l'IA aussi à tort et à travers pour rien, comme je te disais, parce que c'est à double effet négatif. Un, si on délègue son intelligence à l'IA, bah, derrière, on va être encore plus bête qu'avant et 2, parce qu'aussi ça consomme beaucoup pour l'instant. Donc vraiment moi mon rêve, c'est de pouvoir continuer de participer, au futur positif de l'humanité. Et notamment grâce à l'émergence de super entrepreneurs, pour le futur et j'espère que BIM fera partie aussi de ce super avenir, de ces super entrepreneurs aussi. On sera enthousiaste d'y participer. Parce que je crois beaucoup à la créativité aussi Mmh. avec l'IA et dans un monde où je pense qu'en ce moment, la créativité s'appauvrit d'heure en heure avec l'IA de manière, extrêmement conséquente. Bah, je pense que ceux qui seront créatifs auront encore plus d'avenir, demain qu'aujourd'hui. Et je pense qu'avec BIM, vous prenez la bonne voie. Question du lapin? Question du lapin, elle est géopolitique celle-ci. Comment vois-tu, dans les 10 années, l'avenir de la Chine, des États-Unis et de l'Europe? Est-ce que tu penses que l'Europe aura rattrapé son retard d'un point de vue tech? Donc, en gros, ta question, c'est d'ici 10 ans, comment Ouais. je vois l'Europe, quel avenir pour l'Europe et pour les entrepreneurs au niveau européen. En fait, déjà, comme je l'ai un petit peu dit auparavant, je pense que l'Europe a sa carte à jouer en face des États-Unis, de la Chine, de la Russie, des autres pays ou continents. Parce qu'en Europe, comme je l'ai dit, on a des super ingénieurs, on a des super entrepreneurs, on a des super chercheurs. Et on peut justement aussi jouer avec nos propres cartes, avec nos propres atouts, parce qu'on en a. On a pas mal de cartes dans notre main, mais à condition, de faire évoluer aussi le mindset général. Les entrepreneurs ont des bons mindset, mais le mindset général, déjà, qui en général en Europe, on va pas voir très grand. Mmh. Donc déjà, pousser à voir, comme des géants, pour être capable de fabriquer des géants aussi en Europe, on peut le faire. Du coup aussi, essayer de faire influer et de pousser aussi le législateur à faire évoluer des choses, comme par exemple, l'épargne. Il n'y a pas de raison que 80 de l'épargne, française ou européenne aille dans des entreprises américaines. Donc je pense que déjà, on peut faire évoluer les choses. Au niveau de la réglementation aussi, je suis pour qu'il y ait de la réglementation. Juste la réglementation doit être aussi, la plus, cohérente possible, notamment au niveau des entrepreneurs et faire en sorte aussi de déréglementer aussi beaucoup plus, parce que c'est un point important. Au niveau aussi des appels d'offres, publics et privés, il n'y a pas de raison d'être,
désavantagés parce qu'on est petit ou parce qu'on est européen et comme tu le sais, pendant des années, souvent on perdait des appels d'offres en face d'acteurs, américains ou indiens juste parce que, eux étaient plus gros et américains ou indiens. Ce qui est effarant en Europe de perdre des appels d'offres, de grosses boîtes, françaises. Et du coup, en Europe, on n'a pas la possibilité de se développer comme on voudrait, hein. Je dis pas pour toutes les entreprises, il y en a qui réussissent bien, mais pas toutes. Et du coup, je pense que derrière, il faudrait aussi réorienter, l'épargne, réorienter les investissements des Français, réorienter les investissements des grosses entreprises, réorienter les investissements des institutions aussi publiques, françaises et européennes, envers, des entreprises et des entrepreneurs qui ont le courage de rester en Europe, pour, devenir, des géants. Et si ça le fait, en tout cas, je vais tout faire moi pour tu me posais la question tout à l'heure sur mon rêve, mais en tout cas, mon rêve, c'est de pouvoir, arriver à faire influer, pas tout seul, mais avec, d'autres entrepreneurs, avec d'autres investisseurs et avec un maximum de personnes. Je sais que je crois beaucoup justement à la force de l'équipe, à la force du groupe, à la force des communautés, justement, pour arriver et pour concurrencer, les autres et pour que l'Europe puisse aussi, garder, sa place et justement pour se faire une place dans les, 3-4, plus grosses puissances de la planète et surtout en restant, autonome aussi. On l'a vu avec le Covid que sur certains éléments, on n'était pas autonome et je pense que derrière, on doit aussi être autonome et je pense que le sujet le plus important, il y en a qui me disent: «Ah ton mouvement, il est contre les États-Unis ou contre la Chine». Il est contre personne en fait, il est pour et il est pour l'autonomie de l'Europe et d'une Europe qui est la nôtre et où on peut aussi avoir nos propres valeurs et se battre aussi avec nos propres armes aussi. Merci beaucoup, JC. Merci pour ta présence, merci Mmh, pour tes réponses, toujours très impactantes. merci Jawad et merci Lapin. À très bientôt, merci de nous avoir suivis et restez connectés. Giants for Europe.